Bonjour à tous, soyez les bienvenus à cette projection un peu exceptionnelle du Cercle Rouge de Jean-Pierre Melville, exceptionnelle parce qu'elle ne se place pas dans un cycle ou une rétrospective, elle est unique parce qu'est sorti il y a quelques semaines maintenant un livre qui est unique aussi, qui est ce livre de Bernard Stora, Dans le Cercle Rouge, publié chez De Noël. Bernard Stora, avant de devenir cinéaste, lui-même était premier assistant sur le Cercle Rouge, et il a eu la bonne idée de garder toutes les feuilles de service du film. Alors il nous expliquera lui-même, si vous ne le savez pas déjà, qu'est-ce que c'est qu'une feuille de service, mais en tout cas, ses souvenirs sont extrêmement précis. C'est le moins qu'on puisse dire, et puis comme on dit aussi, preuve à l'appui, puisque les feuilles de service sont là pour attester ces dires. Donc dans l'abondante littérature qu'a suscité Jean-Pierre Melville, qui la plupart du temps est une littérature plutôt analytique, parce que Jean-Pierre Melville, évidemment, appelle l'analyse, c'est un cinéaste assez conceptuel. Tout d'un coup, là, on a un livre consacré à Melville qui est dans le concret absolu. Et donc, quand je l'ai lu, je dois dire, j'ai été ébloui par cette lecture. Et donc, on a tout de suite demandé à Bernard Stora de se prêter au jeu d'une conversation après le film, auquel il n'assistera pas, parce qu'il le connaît vraiment, mais image par image, mais il nous rejoindra à l'issue de la projection. On parlera longuement avec lui de cette expérience unique avec Jean-Pierre Melville, et puis après vous pourrez le rejoindre sur la mezzanine à la librairie pour une séance de signature de son livre. Qui voit le Cercle Rouge pour la première fois? Je crois que vous allez être minoritaire. Et qui l'a déjà vu? Oh là là! Bon, eh bien, bienvenue au nouveau et bonne projection. Si vous voulez bien accueillir Bernard Stora. Alors peut-être Bernard, on peut commencer, puisque c'est, je le disais, c'est les preuves à l'appui du livre. Vous aviez fait des films avant le Cercle Rouge en tant qu'assistant réalisateur. Vous en avez fait après, et d'important, puisque vous avez enchaîné, par exemple, le Cercle Rouge avec Les Mariés de l'an 2 de Jean-Paul Rapneau, et vous n'aviez pas forcément l'habitude de les garder, vos feuilles de service. Alors, deux questions. D'abord, pour le profane, vraiment qui n'y connaît rien, qu'est-ce qu'une feuille de service? Et deuxième question, pourquoi celle-là les avez-vous gardées? Une feuille de service, c'est une sorte d'aide-mémoire qu'on distribue à l'équipe sur tous les plateaux du monde, dans tous les pays. C'est exactement la même chose, ça porte des noms variés. Et ça donne à l'équipe les scènes qu'on va tourner le lendemain, le lieu de rendez-vous, ce qui est déjà pas mal, l'itinéraire éventuellement, les heures de convocation des comédiens, et puis qui rappelle quelques détails importants, ou pas forcément des détails d'ailleurs, auxquels il faut penser pour le lendemain. Donc c'est chaque soir, et puis quand on reçoit la feuille de service du lendemain, on déchire ou on jette la feuille de service qui ne sert plus à rien. Donc ce ne sont pas des documents qui sont destinés à être gardés. Voilà. Pourquoi je les ai gardés? Eh bien, je ne sais pas. Voilà. Je pourrais prétendre que je les ai gardés parce que j'avais le sentiment de faire un film qui allait rester dans l'histoire du cinéma, inspiré de nombreux cinéastes dans le monde entier, etc. Mais non, je ne crois pas du tout que c'était ça. J'avais sûrement le sentiment, en tout cas, d'avoir fait un film, d'avoir vécu une aventure quand même peu ordinaire, ou de vivre une aventure peu ordinaire. Et sans doute que ce sentiment m'a pris avant même d'avoir commencé le film, quand j'ai commencé à fréquenter Jean-Pierre Melville, qui était effectivement quelqu'un dont on se doutait qu'il n'était pas absolument comme les autres. Alors à un moment, Melville, dont on va beaucoup parler, qui n'était pas un personnage commode, c'est le moins qu'on puisse dire, vous dit quelque chose, mais cher monsieur, on ne devient pas l'assistant de Jean-Pierre Melville comme ça. Alors, je vous pose la question quand même,
Comment devient-on l'assistant de Jean-Pierre Melville? C'est-à-dire quel concours de circonstances a-t-il fallu que vous soyez libre, que lui ait besoin d'un assistant? Alors, le principal concours de circonstances, c'est que comme il se fâchait avec tout le monde, il s'était fâché avec ses précédents assistants qui étaient Pellerin, et puis un autre assistant qui a été mis en scène après, qui est mort tragiquement, qui s'appelait Jean-François Adam, dont le nom dira peut-être quelque chose à certains d'entre vous. Voilà, donc il s'était fâché avec eux sur la rue des Ombres, et puis il s'était fâché avec une grande partie donc il était à la recherche d'un assistant, et la production était à la recherche. Alors c'est un peu comme quand on a une fuite chez soi et qu'on dit, vous ne connaissez pas un plombier. Quelqu'un vous dit, ah oui, moi j'en ai un formidable. Bon. Ben là, c'est un peu comme ça. Qui on va prendre, qui va tenir le coup face à Melville, et le sort est tombé sur moi. Voilà. Tenir le coup face à Melville, parce qu'effectivement, sur l'Armée des Ombres, il s'est fâché avec tout le monde, et surtout avec Lino Ventura. Il avait Pierre Lhomme comme chef opérateur, comme directeur de la photographie. Il a fait une photo admirable. Qui lui a fait une photo admirable. N'empêche que les deux hommes ne se sont pas très bien entendus. Donc, avant de parler de son attitude et de qui était Melville sur un plateau et de comment il travaillait, est-ce que vous pouvez nous dire à quel moment il est de sa carrière? Parce que le Cercle Rouge, et ça c'est la fin de votre livre, ça va être un immense succès commercial, et ça va amener Melville en fait dans une position qu'il avait toujours un peu rêvé, puisque lui il était plutôt un marginal. Si Jean-Luc Godard lui a fait jouer Barvulesco dans À bout de souffle, c'est qu'évidemment il était le patron, mais pour quelques jeunes cinéastes de la nouvelle vague, certainement pas pour les tenants du cinéma français. Après le Cercle Rouge, il va devenir un cinéaste installé, qui a réussi son coup. Mais avant le Cercle Rouge, où en est-il de sa carrière? À mon avis, sa carrière, elle est devenue différente à partir du moment où ces studios ont brûlé. Ils ont brûlé, n'oublions pas, pendant le tournage, au début du tournage, assez près du début du tournage du Samouraï. Mais déjà, le film avait été préparé dans les studios, il portait l'empreinte du Melville qui fait ses films, qui fait tout chez lui, tout seul, avec ses méthodes, avec un appartement qui est juste au-dessus des studios, il descend en pyjama. C'était décidément sa tenue préférée, finalement. Pendant la nuit, il va régler les lumières, puisqu'il était censé tout faire sur ses films, etc., etc. Et je pense que le fait que le tournage a été, finalement, les décors ont été reconstruits au Saint-Maurice, par François de la Motte, le décorateur, mais il était encore sur cette lancée. Après ça, vient L'Armée des Ombres, et qui est le premier film qui est énorme, et dans une production très classique finalement, avec des moyens très importants. Bon. Et les films qu'il va tourner, donc L'Armée des Ombres, le Cercle Rouge et Un flic, vont être tournés avec un statut tout à fait différent. Un statut dans lequel, à mon avis, il a toujours été mal à l'aise, c'est-à-dire à la fois, c'est là où il voulait en arriver, c'est-à-dire être reconnu, être non pas admis par le cinéma professionnel qu'il méprisait, mais en tout cas reconnu par le public, et intégrant le club des millionnaires en entrée, chose qu'il a faite avec le Cercle Rouge. Et du coup, il est devenu ami d'ailleurs avec Laurent Verneuil, avec Gérard Houry, cinéaste qu'il méprisait profondément. Bon, voilà, mais il était en même temps, il était dans une équation à mon avis insoluble, qui faisait que, en même temps, il était fier d'avoir intégré ce cinéma-là et de disposer des moyens de ce cinéma-là, et en même temps, c'était pour lui une charge épouvantable. C'était pas comme ça qu'il aimait tourner. Ce qu'il aimait faire, c'était improviser, c'était partir avec très peu de monde, profiter des occasions telles qu'elles se présentaient. C'était un cinéma artisanal. C'était là où il était profondément Melville, avec cette charge énorme,
un film comme Le Cercle Rouge, c'était quand même, ça voulait dire que quand on se déplaçait, c'était le cirque Pinder, quoi. C'était quand même des camions, des groupes électrogènes, une équipe de 40 personnes, plusieurs fois beaucoup de figurants, etc. Bon, c'était tout un cirque qui lui pesait profondément, mais dont il avait besoin parce qu'il était inhérent à ce type de cinéma. Vous voyez, donc c'était pas ce qu'il aimait, et en même temps, c'est à ça qu'il avait voulu arriver. Donc c'était un peu compliqué pour lui. Ouais, c'est ce que vous racontez très bien, c'est-à-dire qu'il cherche cette lourdeur, il veut quelque part la lourdeur des moyens, il veut des centaines de gardes mobiles dans la figuration, quand on cherche Fogel dans les plaines de Bourgogne, dans les forêts de Bourgogne, etc. Et en même temps, il rêve de rester le franc-tireur qu'il a été, puisque Jean-Pierre Melville est un authentique résistant. Il s'est mis à faire du cinéma tout seul, comme un grand et un peu en défiant tout le monde. Ça sera d'abord Le Silence de la mer, adapté de Vercors, et puis petit à petit, c'est vraiment un franc-tireur, quelqu'un qui connaît le cinéma sur le bout des doigts, le cinéma américain d'abord en tant que cinéphile, et puis le cinéma techniquement. Vous dites à chaque page du livre que c'est quelqu'un qui est très fort techniquement, mais il est pris dans cette contradiction que vous décrivez très bien, c'est-à-dire d'être un personnage totalement singulier, qui ne peut pas faire partie de ce qu'on a appelé la qualité française, ou le gros cinéma commercial français, et qui en même temps aspire à être reconnu, qui veut toujours plus. C'est-à-dire les plus grands acteurs, les plus grands budgets, la plus grosse équipe. C'est tout à fait ça. C'est ça, c'est ce qui explique en partie. Je pense qu'il a toujours été difficile, mais je crois qu'il l'était d'autant plus qu'il était dans un environnement qui ne lui convenait pas. Il était sorti du cocon dans lequel il était. Il s'y reconnaissait. Voilà. Il se reconnaissait dans des aberrations, dans des choses qui étaient quelquefois tout à fait peu proportionnées avec ses ambitions, mais il se reconnaissait à l'intérieur de ce système. Il avait ses repères. Là, c'était pas. Évidemment, comme c'était un très grand simulateur, il arrivait à donner le sentiment qu'il maîtrisait l'opération, mais je crois que ça n'était pas tout à fait le cas. Alors, ce que vous racontez dans le livre, c'est un jeune assistant, vous, qui lui-même est compétent, parce que vous le connaissez, votre métier, vous êtes tout à fait apte à faire ce qu'il vous demande, et qui en même temps vit quand même dans la terreur d'un personnage caractériel, même si vous avez une certaine tendresse et affection pour lui, et à vous demander quand est-ce que la foudre va tomber. Parce que la méthode Melville, et c'est ce que vous racontez page après page, c'est de se retourner face à son équipe en leur disant « Vous n'êtes pas professionnel. Moi, je suis professionnel, mais vous n'êtes pas professionnel. » Oui, c'est ça, oui. Non, je ne vivais pas dans la terreur, je me permets de rectifier un petit peu. Je ne dis pas ça par fierté, mais non, pas dans la terreur, parce que c'était mon métier, c'était mon boulot. Mon boulot, j'avais commencé, le premier film sur lequel j'avais travaillé, c'était L'Enfer de Clouseau, le film qui n'a pas été terminé de Clouseau. Clouseau, vous savez, c'était vraiment quelque chose. Hein. C'était vraiment tout à fait un personnage absolument volcanique, qui pouvait se mettre dans des rages noires, et c'était un peu le même principe, c'est-à-dire que chaque jour, on se demandait quelle allait être la victime. Voilà, il y avait un régisseur qui disait « Ah, sa tête est tombée à mes pieds. » C'était un régisseur. Donc, quelle était la tête qui allait tomber? C'est quand même pas marrant. Mais mon boulot, le boulot d'un assistant, c'est de travailler justement avec quelqu'un qui est difficile, dont il essaie de comprendre à quoi il veut en arriver, et qui est à sa disposition pour essayer de faire le mieux possible. Donc c'était pas la terreur, mais c'était... Disons l'injustice. Voilà, c'était supporté pendant 66 jours de tournage, ce qui fait quand même, c'est long, un climat de tension extrême, de grande tension, donc quand tous les jours, avec les aberrations que peut susciter cette tension. Ça veut dire que quand une équipe, c'est pareil dans d'autres métiers, quand des gens travaillent dans ce climat de tension, ils font des bêtises. Ils ne sont pas eux-mêmes, ils n'ont pas quelquefois leur faculté de s'adapter automatiquement à une situation, de donner une réponse logique, est affectée
par ce sentiment de crainte. Et c'est un peu ce qui se passait. Donc on était capable, je dis on parce que là je m'inclus totalement dans le sentiment de l'équipe, on était capable de ne pas voir des choses qui étaient tout à fait évidentes, qui nous auraient frappé normalement, où on aurait dit tranquillement au metteur en scène, mais c'est bizarre ce qui se passe. Les gens se disaient, il doit y avoir une idée quelque part. Donc, tant que je passe inaperçu, c'est mieux. Voilà quel était le sentiment quand même de pas mal de membres de l'équipe. Mais c'est un sentiment d'injustice et d'incompréhensible en fait. C'est ça qui est difficile à supporter. Pour prendre un exemple qui n'est pas bon. Son chef opérateur, là, c'est Henri Dequet, qui est quelqu'un qui connaît très bien, qui a fait ses armes avec lui, ses premières armes avec lui, qui est respecté comme chef opérateur, c'est le chef opérateur des 400 coups de François Truffaut, donc plutôt de sa chère nouvelle vague, parce qu'avant de se fâcher avec eux, il a été très ami avec ces gens-là. Le malheureux devient très vite, visiblement, le souffre-douleur du tournage. Il lui dit « Henri, on n'y est pas. Henri, tu vois bien qu'on n'y arrive pas. Henri, c'est embourgeoisé. » Enfin, il est très désagréable, alors que c'est lui qui l'a voulu, évidemment. Oui, oui, il disait vous voyez, Monsieur Storat, le signe que M. Decazes est embourgeoisé, c'est la longueur de la cendre de son cigare. Il ne bouge pas beaucoup sur le plateau. Vous voyez. Mais c'est parce que Henri représentait, il objectivait la contradiction dans laquelle il était. Henri Decazes, vous parlez des 400 coups, mais c'était 11 ans avant. Depuis, Decazes était devenu une vedette qui faisait des films pas forcément intéressants, très très importants, beaucoup de films américains, les films de Verneuil. Moi, la première fois que j'ai travaillé avec Decazes, c'était sur le clan des Siciliens. Bon, il faisait voilà. Et j'aimais beaucoup Henri Decazes. Hein. C'était un homme de talent et un type bien. Mais incontestablement, il avait perdu la flamme. C'était vrai. C'était vrai. Donc, ce qui l'intéressait beaucoup, c'était la propriété qu'il avait dans les Basses-Alpes, dans lesquelles il cultivait des chênes truffiers et la lavande. Et donc, il était content parce qu'il avait acheté un tracteur. Et toutes choses, tout à fait, qu'on peut très bien comprendre. Et pourquoi pas, à un moment donné de sa vie, de dire ben voilà, le cinéma, ça va, et j'ai envie de faire autre chose. Mais, évidemment, Melville, tout à coup, voyait quelqu'un qui avait été le compagnon de ses débuts, le compagnon de ses aventures, de la façon artisanale, volée dont il faisait du cinéma. Il a tout inventé, Melville. Il a tout inventé 10 ans avant la Nouvelle Vague. Vraiment, quand on voit ses premiers films, je les trouve admirables. Hein. Le Science de la mer, c'est très très bien. Bob le Flambeur, c'est vraiment un film magnifique. Et un film très oublié, injustement, Les Enfants Terribles, c'est un film absolument extraordinaire, improvisé, fait de briques et de broc, quand ils avaient de la pellicule et de l'argent pour en acheter. Donc, et c'était le complice, Henri Decazes. Donc, quand tout à coup, il voit un homme arriver, installé, et rêvant à ses cultures et à son tracteur, évidemment, ça a dû lui faire un coup. Donc il n'était pas... Enfin, il était harcelant et désagréable, mais il n'avait pas toujours tort sur l'engagement des uns et des autres, disons. Ah ben non, pas du tout, pas du tout. Et puis c'est vrai qu'il était, lui, il était entièrement... Sa vie, c'était le cinéma. Voilà, il n'y avait rien qui comptait en dehors de ça. Donc effectivement, il jugeait les autres sur leur engagement complet, définitif, absolu, exclusif au cinéma. Donc, il n'était pas toujours très satisfait de ce qu'il voyait autour de lui. Alors, en ce qui concerne Henri Decazes, pardon, on dit Decazes, on ne prononce pas le « on dit comme on veut. Vous avez prononcé le titre du film qui, je pense, est quand même entre eux. C'est le clan des Siciliens. Parce que qu'on puisse faire un polar, enfin un film policier de cette ampleur-là, avec d'aussi grandes vedettes, quand même, Ventura, Gabin, Delon, sans s'appeler Jean-Pierre Melville, et en plus avoir un succès triomphal, parce que le clan des Siciliens avait un très grand succès commercial, c'est quelque chose qui devait l'exaspérer littéralement, non ?
Il était très ironique et très désagréable par rapport à ses confrères. Il n'aimait pas les cinéastes, il n'aimait pas le climat du cinéma français. On peut le comprendre. Ah oui. On peut le comprendre. On peut comprendre d'autant plus que pour un œil, disons, peut-être pas assez connaisseur, disons ça sans méchanceté, on peut trouver un côté melvillien dans le temps des Siciliens, mais ça serait, je suis d'accord avec vous, c'est faux, mais voilà, on pourrait s'y tromper, disons que ça pourrait être une imitation qui n'aurait pas exactement la même saveur, donc on peut comprendre qu'effectivement ça l'irrite un peu, oui. Sans doute, sans doute. Mais alors, pourquoi paraît-il, bon, c'est ça qui est incompréhensible, pourquoi fait-il en sorte d'engager la propre femme d'Henri Decaux pour être la script girl du film. Et donc, quand il s'engueule, alors qu'elle est à la retraite, retirée des voitures, etc. Donc, quand il s'engueule avec lui, après, il s'en prend à sa femme. Alors, vous dites vous-même dans le livre, c'est encore plus désagréable. Et comme c'était quand même un dictateur omnipotent sur un plateau, ça crée non seulement une tension, mais une gêne. Et on va s'empresser de dire qu'aujourd'hui, mais ça serait inenvisageable, enfin ça ne serait plus accepté pareil, il ne pourrait pas se conduire de cette façon en fait. Et on peut dire tant mieux. Oui, tant mieux, oui. Tant mieux. Oui, mais écoutez, c'est exactement, ça dépeint très bien. Je pense qu'il y a les deux dans le fait de dire à Henri, mais pourquoi on ne prend pas Jacqueline, c'est elle qui va être script, puisque Jacqueline était la script de ses premiers films. Donc il y avait quelque chose, je pense que la générosité au départ, je serais, j'en ai jamais parlé avec lui évidemment, mais je serais porté à dire que le premier élan a été généreux. C'est après qu'est venue l'idée de manipulation et de rendre la vie d'Henri épouvantable en s'attaquant à sa femme. Ce qui n'était pas très difficile parce que je ne sais pas si elle avait été une très bonne script, sans doute peut-être, mais c'est vrai que c'est un métier qu'elle reprenait après plusieurs années d'interruption, où elle avait un peu perdu la main. Donc c'est très facile, c'est un métier très difficile. C'était un métier très difficile avant l'apparition du numérique, etc., qui a changé un peu les choses, un peu pas mal. Mais là, vraiment, on était, voilà, est-ce que la veste, elle était boutonnée, elle n'était pas boutonnée, enfin, il y avait tous ces problèmes de raccord. Aujourd'hui, il y a des appareils photo dans tous les sens. On regarde ce qu'on a tourné quelques instants plus tôt dans la caméra et on voit tout de suite où est le raccord. Donc c'était vraiment un rôle compliqué. La script avait beaucoup à faire. Donc c'était très facile de la prendre en défaut. Il suffisait de lui demander une chose dont il avait, lui, la réponse, mais dont personne s'était vraiment soucié. En tout cas pas elle. Manipulateur, et alors ça c'est peut-être plus touchant, et possessif. C'est-à-dire qu'en fait, il considère, et vous ne faites pas exception à la règle, c'est-à-dire que vous êtes à sa disposition, mais à sa disposition à peu près à toutes les heures du jour et de la nuit. Oui, alors ça c'était quelque chose qui était assez classique pour un assistant. En tout cas, un bon assistant. C'était quelqu'un qui était, oui, en effet, à la disposition, à condition, si c'était un garçon, d'avoir une femme qui veuille bien s'occuper des choses à sa place, à la maison. C'est toujours le même problème, ça n'a pas changé. Si, ça a changé un peu, mais pas complètement. Mais en dehors de ça, un assistant, effectivement, était là pour calmer les angoisses, écouter pendant des heures, parce qu'un metteur en scène a besoin de s'exprimer, de dire des choses, de parler, de commenter. Et en fait, c'est pour ça que dans le livre, d'ailleurs, je parle d'un rapport maître à valet quand même, mais pas un valet supérieur, un valet de comédie, ou bien... Vous voyez, où Jacques le Fataliste est son maître, un valet qui parle et... Un côté Sganarelle, oui. Un côté Sganarelle, voilà. Bon. Ça veut dire qu'il écoute et de temps en temps il intervient, mais vraiment de temps en temps. Et de temps en temps, Sganarelle a envie de s'échapper, en fait. Donc il faut raconter
une scène absolument, ou plutôt une bouderie qu'il vous fait, parce qu'il vous faut aller à Marseille. Les quelques plans de Marseille sont dans le film. C'est quand Delon traverse la Canebière. Très beau plan. Très beau plan de la Canebière, vraiment au petit jour, et va trouver ce magasin d'automobile où il va acheter sa Plymouth. Vous êtes vous-même Marseillais, c'est la ville de votre enfance, de votre jeunesse. Et en fait, Melville vous demande de faire le voyage, c'est là où c'est drôle, hein, parce que ça rejoint le film, vous demande de faire le voyage avec lui en wagon-lit, Paris-Marseille. Et vous ne savez pas comment y échapper. Oui, il faisait une fixation sur les trains en général. Il adorait les trains, tout ce qu'il était capable de parler pendant des heures, des différents types de wagons, à quelle époque ils avaient été mis en... Il était fasciné par les trains. Et le fait de voyager, de ce voyage de nuit, pourquoi c'était mis dans l'esprit que c'était très très important que je fasse le voyage avec lui. Moi, l'idée que j'allais passer la nuit entière avec Melville, il y a un moment donné où là, je me sentais, je me suis dit, il faut que je trouve n'importe quoi, mais que je ne fasse pas ce voyage. Bon, le fait est que le voyage ne s'est pas fait. Je m'en ai épouvantablement voulu pendant une journée ou deux. Parce que c'est ça, il se fâchait, mais si le motif n'était pas grave, n'engageait pas l'honneur, il disait, on pouvait très bien se remettre, il suffisait d'aller le voir, de lui dire « Ah là là là, monsieur Melville, je sais pas quoi ». Il disait « Oui, vous êtes un méchant garçon, alors venez, on va se faire un gâteau ». Parce que ça passait beaucoup par la gourmandise. Voilà, mais encore fallait-il en avoir envie. Et à un moment donné aussi, il y avait un rapport qui disait que, bon, on disait qu'il goûte, et puis à un moment donné, il reviendra parce qu'il a besoin de moi, en fait. Enfin, il a besoin de moi. Oui, par définition, un assistant, il est quand même utile sur un plateau. En revanche, avec les acteurs, là, c'est plutôt tout autre chose. C'est-à-dire que on ne pourrait pas dire qu'il les chouchoute, mais quand même quand il est d'épouvantablement mauvaise humeur en arrivant sur le plateau, ceux à qui il va serrer la main, c'est les comédiens qui sont là. C'est-à-dire que les acteurs, c'est ceux qui sont en première ligne, et ils ne peuvent pas se permettre qu'ils fassent la gueule, quoi. C'est pas possible. Donc il les considère, disons. Oui, il les respecte, il les aime, je pense, il les respecte, et évidemment, ce sont eux qui sont sur l'écran, c'est toujours la même chose, donc non, je ne l'ai jamais vu s'emporter contre un acteur ou faire des choses qui seraient de nature à compromettre le résultat de son film, évidemment. Sauf dans le cas du Cercle Rouge, avec Jeanne-Maria Volonté, mais parce qu'il y avait une incompatibilité d'humeur. Alors voilà, racontez-nous ça. Comment Jeanne-Maria Volonté s'est-il retrouvé là? D'abord pour des raisons de coproduction, je pense. D'abord, c'était comme dans le film de Godard, nous sommes les acteurs de la coproduction, lui était l'acteur de la coproduction, il fallait un Italien pour financer le film. Et c'était quelqu'un qui avait, pas en France, pas encore en France, parce que les grands films de Jeanne-Maria n'étaient pas sortis. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Mais en Italie, c'était une vedette importante et donc l'argent venait sur son nom. Donc c'était important. Vedette importante et membre du Parti communiste italien. Oui, sympathisant, compagnon. Oui, alors on dit ça, mais moi je crois qu'ils s'en foutaient complètement, ça. Je pense vraiment qu'ils s'en foutaient. Moi aussi j'étais communiste, ils s'en foutaient complètement. On n'a jamais parlé de ça. Jamais. L'époque était différente, vous savez, je ne voudrais pas trop m'avancer, mais je pense que c'est aujourd'hui que les rapports sont vraiment clivants. On ne parle pas des gens qui n'ont pas la même opinion, qui sont dans un parti, et ceci, cela. C'était pas comme ça. C'était pas comme ça. Parce que ma question, c'est ça. Est-ce que c'était pour des raisons politiques non, que ça s'est si mal passé? Non, et surtout, pourquoi ça s'est si mal passé? D'abord, il n'y avait aucune occasion pour Jeanne-Maria Volonté de faire de la politique sur ce plateau. Il n'était pas chez lui, c'était pas son envie. Non, je crois qu'il ne supportait pas... il ne supportait pas ce climat de tension extrême qui ne correspondait absolument pas au climat qui règne sur un plateau italien. Enfin, donc, il ne comprenait pas pourquoi l'équipe entière était tétanisée par ce bonhomme invraisemblable avec son chapeau, ses lunettes noires. Il fallait admettre le déguisement. Il fallait l'adopter comme si c'était une chose normale, mais pour n'importe quel
humain normalement constitué et acteur de surcroît, c'est un clown quand même. Vous voyez, donc voilà, c'était important pour Bourvil ou c'était important pour Montand et Delon, c'était encore autre chose de travailler avec lui. Pour un acteur italien, il disait mais qui sait sur rien. Comment vous le trouvez dans le film? Parce que c'est ça aussi le mystère du cinéma. Moi, vous voyez, c'est la énième fois que je vois le Cercle Rouge. Avant de vous lire, je savais que ça s'était pas très bien passé, mais avant de vous lire, je ne savais pas que c'était à ce point-là, et je continue à le trouver très bien dans le film. Vous me demandez mon avis sincère. Votre avis sincère. Je ne trouve pas que ce soit un très bon choix. Je trouve pas que c'est un choix qui est un peu aggravé par le choix du comédien, très bon qui le double. Je pense que ça, on ne comprend pas très bien. Déjà, ça n'est pas, à mon avis, la meilleure partie du film. L'amitié entre les deux hommes, tout à coup fusionnelle, est quand même... ah bon, très bien. Bon, c'est pas très développé. C'est moins qu'on puisse dire. Voilà, et là, on voit pas très bien ce qui fascine Maria Volonté chez Delon et l'inverse, vous voyez. Je ne pense pas que ça soit la meilleure partie, la plus réussie du film. Et d'ailleurs, objectivement, le rôle n'est pas très bien écrit. Et il n'a pas grand-chose à faire. Il n'a pas de très bonnes scènes. Un comédien, vous savez, quand il reçoit un scénario, il tourne des pages, et puis il dit qu'est-ce que j'ai à faire. Donc en général, d'ailleurs même, avec un crayon fluo, il souligne ses répliques. Déjà, quand il n'y a pas beaucoup de fluo, c'est emmerdant pour lui. Mais surtout, il voit les bonnes situations. Montand, quand il lit le scénario, je pense qu'il voit tout de suite qu'il n'a pas grand-chose à faire, son rôle n'est pas très moteur, mais il a deux situations formidables. Il a la scène d'éthylisme, premièrement. Deuxièmement, il a le moment où il arrive en sauveur, c'est lui avec le fusil qui tire, la balle, qui va, etc., etc. Et comme c'est un acteur, non seulement c'est un acteur, mais c'est un homme de music hall, il se dit immédiatement, ah là, je peux faire quelque chose. Donc le reste, il le fait très bien d'ailleurs dans le film, vraiment, il est impeccable sur toutes les scènes, mais là, il se dit, là, il ne faut pas que je rate ça. Mais Volonté n'a pas ça. Volonté, je pense qu'au fur et à mesure qu'il tournait, il se disait, mais j'ai rien à faire. Je n'ai rien à faire. Volonté, il y a des plans qui sont, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a des plans qui sont un peu risibles dans le casque. Où il est derrière avec la boîte à outils, tout ça. On s'est dit, mais c'est l'arpète, quoi. C'est quand même bizarre. Pour un comédien, c'est difficile de faire ça. Et c'est difficile surtout de se dire, je me suis trompé, je n'aurais jamais dû signer ce contrat. Mais Bernard Seurat, vous étiez aux premières loges, et c'est ça qui est intéressant, c'est cette contradiction-là. C'est qu'en revoyant le film, après vous avoir lu, je me suis dit, mais c'est un théorème décharné. À part peut-être Bourvil, qui lui, avec ses chats, il y a une photo d'une femme et d'un enfant sur son bureau, enfin, il y a quelques détails qui donnent un peu de chair au personnage. Avec l'inspecteur général de la police qui dit qu'est-ce que c'est que ce Corse, aux yeux bleus, aux cheveux blonds. Oui, en alimentant d'ailleurs l'idée qu'il y a quelque chose de vaguement trouble dans ce personnage. Tout à fait. Et d'ailleurs, vous dites aussi que Melville vivait avec sa femme Florence et ses 3 chats. Alors il n'y a pas de hasard, parce que là ils sont bel et bien 3 dans le... Oui, il disait je suis un solitaire à 5. Voilà. Et les 3 chats étaient compris dans les 5. Voilà, un solitaire à 5 avec l'odeur des chats, dites-vous, qui était un peu difficile à supporter. Mais peu importe, le film a un côté théorème. Le film a vraiment un côté théorème presque décharné. On a l'impression que c'est des pièces sur un échiquier, ou que c'est des figures géométriques dans l'espace. Et je pense que ça tient beaucoup d'ailleurs pour la fascination qu'exerce encore chez nous le film. Mais ce que vous racontez dans le livre, c'est pour ça que le livre est si intéressant, c'est qu'on voit l'effort d'un homme insupportable par bien des côtés, et génial par bien d'autres, qui essaie d'adapter la réalité à son monde à lui, qui est un monde qui n'existe pas.
C'est-à-dire un monde de gangsters français qui se prennent pour des Américains, qui ne roulent qu'en Plymouth, où le moindre dancing des Champs-Élysées, on se croirait à New York. Enfin, voilà, ça c'est Melville. Mais c'est un monde qui profondément n'existe pas. Et donc vous montrez un cinéaste dont tout l'effort, finalement, c'est pour créer ce monde. Et on comprend que ça puisse provoquer quand même une certaine tension, oui. Mais oui, tout à fait. Mais alors, c'est mon avis, c'est que, je l'ai dit, je l'écris, quand j'ai lu le scénario, je me suis dit, mais comment il va faire? Moi, j'avais énormément d'admiration pour Melville, énormément. Et donc, j'ai dit, mais ce scénario, c'est vraiment rien, comment il va faire du Melville avec ce scénario? Et il y est parvenu. Il est parvenu à faire un succès énorme, et il est parvenu à fasciner les cinéastes du monde entier avec ce film. Donc, on est obligé de dire chapeau l'artiste. Et si vous regardez l'histoire telle qu'elle existe, elle a vraiment très peu d'intérêt. Alors vous me direz, bah oui, mais le scénario compte pas. Mais non, c'est pas vrai ça, c'est pas vrai. Je connais aucun metteur en scène, vous ne pourriez me citer aucun metteur en scène qui préfère, qui se fiche complètement de la qualité du scénario. Un scénario, c'est énorme. C'est énorme. Je revoyais hier dans cette salle le film admirable d'André Deltos, Chevauché des bannis. On est fasciné par la mise en scène, fasciné par les acteurs, mais aussi incroyablement pris par la qualité dramatique du scénario. C'est magnifique, magnifique. Donc là, je pense que Melville a beaucoup lutté, et il a gagné, contre une histoire qui ne tenait pas vraiment debout, bourrée d'invraisemblances. Il y a même un site sur Internet qui est marrant, parce que à la fois il témoigne d'une grande admiration pour Melville, et à la fois il répertorie toutes les invraisemblances du scénario. Alors il y a une liste énorme en disant, mais comment ça se fait qu'il se retrouve, je sais pas quoi. Bon. Et à la suite de ce livre, j'ai reçu des lettres en me disant, vous expliquez pas comment ça se fait qu'il rentre dans la voiture, Jeanne Maria Volonté avec sa cigarette allumée, comment ça se fait? C'est vrai. Et là, encore, je me dis, mais on n'y a pas du tout pensé, personne n'a dit, mais enfin, il pourrait quand même éteindre sa cigarette avant d'entrer dans la voiture. Donc, pour répondre à ce charmant interlocuteur, j'ai inventé quelque chose, mais en réalité, c'est vrai, mais ça s'ajoute à beaucoup de choses. Et quand on tourne, on sait très bien où sont les faiblesses. Donc, le problème devient comment, par ma mise en scène, je vais tromper le public. C'est pas facile. Ben, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a très bien réussi. Par ma mise en scène, par la force de ma vision. C'est-à-dire que je pense que c'est une question de croyance. Lui, il y croit tellement que finalement, non, c'est pas qu'une question de cigarette. Vous avez raison. C'est que le début du film est totalement invraisemblable. Mais totalement invraisemblable. C'est-à-dire que Fogel entre dans ce coffre de voiture là, et qu'en plus il se retrouve avec les deux tueurs dans la forêt qui viennent buter de long. Enfin, tout ça ne tient pas debout une seconde. Mais très honnêtement, je vous assure, Bernard Sorin, quand on voit le film, ça passe. Absolument, mais je sais très bien, oui. Et ça passait au tournage aussi. Enfin, je veux dire, au fur et à mesure, on voyait les scènes. On se disait, c'est quand même, il est fort, il est vraiment fort. Racontez-nous comment ça s'est passé avec Bourvil, parce que le film est connu aussi pour ça. Dès le générique, il y a quand même cette idée, je dois dire, géniale pour le coup, et puis tellement belle, tellement émouvante de rendre à Bourvil son prénom. Donc pour la première fois et la dernière fois, il devient André Bourvil. Comment ces deux-là se sont-ils entendus? Ces deux-là, mais lui, il n'en voulait pas. Enfin, il n'en voulait pas. Je ne peux pas dire des choses comme ça parce qu'il a toujours respecté en tant que personne. Bon, et il me disait à un mois du tournage, en décembre 69, donc on a commencé à tourner à la mi-janvier 70, et il disait, mais monsieur Stora, mais comment monsieur Dorfman, qui était le producteur, grand producteur, peut-il penser à Bourvil, me proposer Bourvil, mais dès qu'il va ouvrir la bouche, tout le public va penser qu'il va chanter la tacatacatique du gendarme. C'est ridicule. Et il se marrait. Parce qu'il aimait beaucoup rire. Ça
C'était pas évident, mais il aimait beaucoup rire. En dehors du tournage, il aimait beaucoup rire. Voilà. Et puis, à un moment donné, il y avait Bourvil, il n'y avait personne d'autre, mais surtout, je pense que Melville, et c'est là qu'il est quand même, oui, très fort, il s'est dit qu'il pouvait... Parce que quand vous imaginez le saut, on part de Ventura, qui devait faire le rôle. On part de Ventura, on aboutit à Bourvil. Comment imaginer deux personnages aussi diamétralement opposés? Donc il a imaginé comment il pouvait se servir de la fragilité de Bourvil, fragilité hélas renforcée par le fait que Bourvil, que j'avais connu 2 ans plus tôt sur un tournage, le tournage d'une comédie où il était le gaillard, coquin, l'œil porté sur les femmes, un athlète, un type très drôle, très charmant avec tout le monde, etc. etc. Et c'était devenu une petite chose. Il avait rétréci au lavage, vous voyez, il était fragile, frêle, très touchant. Et Melville a dû avoir l'idée, c'est le départ du déguisement qu'il lui a imposé. C'était ça, c'était, je l'ai raconté souvent, c'était la façon dont il a habillé, parce qu'effectivement, on parle toujours de la direction d'acteur, comme si on disait aux acteurs, alors tu vas faire ça, tu vas faire ça, non. La direction d'acteur, c'est pas ça, et la direction d'acteur, elle commence souvent au moment où on déguise l'acteur, c'est-à-dire où on l'habille. Et il a eu cette idée formidable d'habiller somptueusement Bourvil avec des costumes qu'il a fait faire chez son propre tailleur, des étoffes venues d'Angleterre, et puis vous voyez, c'est les costumes qu'on fait vraiment sur mesure, c'est-à-dire que les moindres défauts du corps sont effacés. Bon, et c'est vrai que la première fois que Bourvil s'est regardé dans une glace avec ce costume, je m'en souviendrai toujours, il se regardait comme ça, il disait « Je suis beau ». Voilà. Il ne s'était jamais vu beau. Il pensait qu'il avait du charme, qu'il plaisait, mais pas du tout parce qu'il était beau. Mais là, il était tout à coup, puis ça, puis le toupet qu'il lui a mis pour cacher sa calvitie, qui n'était pas comme la mienne, mais enfin quand même, c'était un petit peu sur le front, était dégarni. Et puis surtout, cette idée incroyable qu'il a eue de lui faire avaler comment dit-on, les voyelles. Vous voyez, donc, par exemple, au lieu de dire je veux venir, il lui a dit il faut dire je veux venir. Eh bien, accrochez-vous. Quand il faut dire tout un dialogue, qu'on est normand, qu'on a un accent traînant, un petit peu paysan, et qu'en plus il avait bâti son personnage de fantaisiste après-guerre, où il faisait tellement rire les gens, etc., sur un côté un peu niais, un peu qu'on attribuait aux paysans, un peu simplé, un brave type un peu simplé. Tout à coup, c'était complètement un autre personnage. Et là-dessus, je crois que Melville ne lui a jamais donné la moindre indication, mais sur la question des voyelles, ça, il était intraitable. Non, monsieur Bourvil, non, monsieur Bourvil. Je veux, pas je veux. Et Bourvil, qui était un comédien, là encore, comme Montand, issu du musical, donc extraordinairement discipliné et habile, se livrait tout à fait docilement, parce qu'il sentait bien que c'était bon pour lui. Un acteur ne pense qu'à lui, heureusement. Et là, il voyait bien que ça aboutissait à un personnage comme il n'en avait jamais joué. Oui, c'est un Corse qui a l'accent parigot et qui ne prononce pas les E, en fait. On va le rajouter sur la liste. Mais ça, Melville est génial pour ce sens du détail quand les choses l'intéressent. Comme finalement, Delon, il n'est pas beaucoup plus nourri que les autres, mais il y a un truc, c'est l'appartement. Et ça, je dois dire, en voyant le film, comment montrer que quelqu'un est un solitaire absolu? Eh bien, il n'a pas de famille. Donc, s'il a passé 5 ans en prison, dans son appartement, personne n'est venu. Il y a 50 poussières. Donc, il y a 50 poussières partout. Et il y a des œuvres d'art. Oui, c'est vrai. Il y a tout ça à la fois. Et Delon s'est retrouvé dans tout ça pour composer un personnage tout à fait étonnant. Et ça suffit. Oui. Et c'est ça qui est étonnant. C'est que ça donc on s'en contente. Oui, mais si vous regardez le personnage de Corée, on ne peut pas dire qu'il soit fantastiquement nourri non plus, lui aussi, c'est une épure. Il n'y a qu'un seul vrai rôle, c'est le rôle de Bourvil. Pour un acteur,
vois quelqu'un qui est casting, là, devant moi, Nicolas Ronqui, il vous dira qu'un acteur, il regarde ce qu'il a à manger, avec quoi il va nourrir son rôle. Les acteurs n'avaient pas grand-chose pour les nourrir, donc ils se sont s'est aperçu qu'il n'y avait rien à manger. Alors là, là est intervenu le problème. Et alors, pour venir à des choses un peu personnelles, parce que j'ai trouvé ça très touchant dans le livre, vous étiez vous-même donc proche du Parti communiste à l'époque, et donc vous vous engueuliez avec Montand. Vous parliez politique avec Montand, qui lui était plutôt, alors c'est pas très gentil ce que je vais dire, mais qui était plutôt un stalinien meurtri, disons, et qui donc ne voulait plus entendre parler de ce genre de choses. Ben, c'est comme les repentis, il en faisait un peu trop dans l'autre sens. Mais j'adorais Montand, moi, j'avais énormément d'admiration pour Montand, pour l'artiste, pour le chanteur, beaucoup, plus que pour l'acteur d'ailleurs, mais un type tout à fait étonnant, d'une immense intelligence dans son rôle d'artiste. Dans la vie, c'était un peu compliqué. Il était très répétitif. Bon, et effectivement, dès qu'il pouvait m'attraper, si j'avais autre chose à faire, il disait, fils, je comprends très bien, je ne vais pas te prendre du temps, mais à vous quand même. Alors quand on vous dit à vous, vous voyez, c'est déjà un mauvais début. Il vous appelait fils. Oui, fils, parce que c'est comme ça qu'on dit à Marseille, oui, comme j'étais Marseillais comme lui, ça créait un lien. Et puis surtout, il n'osait pas parler alors c'est décidérant, parce que voilà, un homme qui avait parcouru la terre entière, des succès prodigieux partout, et qui était paralysé devant Belleville. Belleville, il n'osait pas lui parler. Donc, il préférait me parler à moi pour que je le répète ce qui n'était pas bête d'ailleurs, qui a fonctionné finalement. Il est vraiment très bien dans le film, et ça, évidemment, pour raconter dans le livre, pour moi, c'est peut-être un morceau de bravoure, comme on dit, encore supérieur aux classes de la bijouterie, c'est les habitants du placard. D'abord parce que ça me terrifie autant que le personnage, et je ne suis pas le seul, le personnage de Janssen dans le film, et puis on se dit, mais il a bien fallu lui mettre des lézards et des migales et des rats, bon ça fait peut-être moins peur, dans son lit, quoi. Oui. Ben oui. Mais supporter tout ça, c'était le métier. C'était le jeu. Ouais, c'est ça. C'était un jeu, donc oui, bien sûr qu'il supportait, parce qu'il savait que c'était bien pour lui, même il aurait souhaité qu'on en remette. Alors, les araignées, c'était des marionnettes, hein. Donc c'était pas très terrifiant, mais il y avait des bêtes qui étaient assez moches quand même. Enfin. Sauf pour Melville, parce que Melville, tout ce qui était bête, toute la tendresse qu'il n'avait pas pour les humains, il l'avait pour les bêtes. Y compris les lézards. Et y compris les lézards, tout ça. Ah, attention, ne le touchez pas, vous allez lui faire mal à ses petites pattes. Alors il fallait que les animaux qui étaient terrifiés, qui n'avaient surtout pas envie de sortir du placard, pour qu'ils sortent du placard, il fallait les faire sortir du placard, mais sans leur faire mal, parce que sinon on allait faire mal à leurs petites pattes. C'était rigolo, vous savez, parce qu'il y a un moment donné, c'est toujours pareil. Oui, il y a un côté très tendu, mais quand c'est très tendu, si on prend un tout petit peu de recul, on se dit, qu'est-ce que je suis en train de vivre? Mon Dieu, quel changé! Parce qu'on se voit, on se dédouble, on se voit en train de tourner dans ce fatras épouvantable avec deux marionnettistes qui étaient un jeune couple, qui étaient dans les cintres, en train d'animer leur main, et puis on voit Melville, son chapeau, le lézard qui ne voulait pas sortir du placard, le boa avec du scotch autour de la bouche pour qu'il ne morde pas, enfin bon, ouais. Tout ça c'est quand même hilarant, quoi. Heureusement, on se dit, mais quelle chance j'ai de vivre ça. Et en revoyant le film, alors ça, je veux dire, ça m'a épaté, et la salle était absolument silencieuse et saisie. Je ne sais pas si Éric de Marsan est dans la salle. Non, je crois qu'il n'a pas pu venir. Il n'a pas pu venir, finalement, on lui a rendu hommage il y a peu. C'est lui qui a fait la magnifique musique du Cercle Rouge, et elle est d'autant plus magnifique, le thème est d'autant plus entêtant, qu'elle est rare. Et pendant la scène du cache, ce qui est formidable, c'est le silence. Ça, c'est un cinéaste. C'est-à-dire qu'il se tient à son truc. Il n'y aura pas de musique, c'est absolument silencieux. Ça, et puis le plan où ils sont sur le toit, et puis alors je sais pas, il doit y avoir un côté esthétique chez ces deux malfrats, chez ces deux cambrioleurs, quand il y a cet arrêt sur la place d'Andaube la nuit. C'est-à-dire que même ces deux-là, qui sont quand même en train de risquer leur peau à faire un casse, il y a ce moment de suspension, très bref, hein, mais quand même
où c'est beau et on regarde la place Vendôme et donc on se dit que ces malfaiteurs ont aussi un sens esthétique. Mais ces plans sont formidables dans le film, absolument formidables. Et la bande sonore du film est remarquable, absolument remarquable. La rareté des sons, la musicalité des sons et la beauté de la musique d'Éric, de Vincent. C'est une composition vraiment doit être dans c'est Melville, ça c'est vraiment des idées formidables, C'est un metteur en scène formidable. Je pense que c'est. Alors j'ai l'air quelquefois de me moquer de lui ou de raconter des choses qui ne sont pas à son avantage, encore que je le ménage, mais j'ai beaucoup d'admiration. C'est, à mon avis, franchement, c'est l'un des plus grands cinéastes qu'on ait jamais vu en France. Mais oui, parce que, par exemple, vous racontez une autre scène que je trouve très touchante. Alors, c'est anecdotique dans le film. C'est quand les flics embarquent le fils Santi devant Henri IV, place du Pantalon. Et c'est vrai, tout d'un coup, il avait envie de faire un truc Nouvelle Vague planqué dans une voiture avec une caméra à la main, quoi. Oui, mais planqué dans une voiture avec des lunettes noires et un Stetson, vous savez, on n'est pas planqué longtemps. Surtout quand on a envie de sortir, on rêve que d'une chose, c'est de sortir pour donner des indications, ce qui est un peu naturel. Et donc là, effectivement, il y a 3 lycéens qui sont passés en disant « Oh, mais c'est Melville !» Donc il était à la fois très fier et fou furieux. Et c'était notre faute, bien sûr, parce qu'on était incapable de tourner comme il tournait avant, lui, en passant inaperçu. C'est-à-dire que là, il a réussi à vous engueuler. On était une équipe lourde, on était 4, alors on n'était pas très lourd quand même. Mais voilà, bon, ça faisait partie du truc. Donc il vous dit, voilà, c'est de votre faute, vous auriez pu savoir que Jean-Pierre Melville est connu. Oui, c'était un peu l'idée, oui. Est-ce que, avant de passer la parole au public qui va vous poser quelques questions, Bernard Stora, je pense que pour une équipe et surtout pour un premier assistant, ça a dû vous arriver forcément, ce qui est terrible, c'est le cinéaste qui ne sait pas exactement ce qu'il veut, ou qui ne sait pas trop ce qu'il veut. Est-ce que vous pouvez dire que Jean-Pierre Melville, lui, même dans ses pires moments, savait toujours exactement ce qu'il voulait? Alors, d'une part, j'ai eu l'immense chance pendant les 10 ans où j'ai été assistant de ne pas rencontrer un metteur en scène qui ne savait pas ce qu'il voulait. Donc effectivement, ça doit exister. J'imagine, on m'a raconté que ça existait. Et oui, Melville savait exactement ce qu'il voulait. Oui. Oui, c'était assez étonnant parce que des metteurs en scène avec lesquels j'avais travaillé précédemment et qui étaient tout à fait compétents, mais il y avait des discussions autour de la caméra où c'est consommé, alors les regards, la direction des regards, je ne sais pas quoi, des trucs, des machins, est-ce qu'on ne consommait à gauche, à droite, bon. Pas Melville, lui, il disait on se fait là, on se fait là, et c'est vrai que j'étais quand même, je crois que c'était le premier metteur en scène que j'ai rencontré, qui était aussi précis et qui savait aussi bien ce qu'il voulait. Et aussi fort techniquement. Il était très fort techniquement, mais alors d'autres metteurs en scène, j'avais travaillé avant, j'étais pas le premier assistant, j'étais le deuxième assistant, mais avec Stanley Donen, qui avait une capacité technique extraordinaire dans le choix des... Chacun a ses capacités propres. Stanley Donen connaissait par cœur les objectifs, il savait très bien se servir des longues focales, tout ça, il faisait des plans formidables. Chacun, non, j'ai travaillé avec des gens qui étaient très compétents, mais lui était très fort, il n'hésitait jamais, oui. Vous levez la main et on va vous donner un micro. Bonjour et merci pour cette présentation. J'ai juste une question. Quelle place il laissait aux acteurs et à l'improvisation possible des acteurs? Je pense par exemple à la scène où Montand enlève le fusil du trépied. On a l'impression que on peut avoir l'impression que c'est une idée de presque de dernière minute de l'acteur de dire voilà, je vais tirer pas sur le trépied. Voilà, c'est juste ma question. Pas de place à l'improvisation, et en tout cas, en ce qui concerne le trépied, c'était écrit, ça faisait partie d'une correction précédente du scénario, c'était une idée de Melville. Pour vous répondre brièvement. Oui, bonjour.
je vous envie d'avoir vécu ce tournage. Et je voulais juste connaître les relations avec François Perrier, dont vous n'avez pas parlé, et la fâcherie avec Lino Ventura. Voilà. Alors la fâcherie avec Lino Ventura, je ne peux pas vous en parler parce que je n'étais pas là. Et si vous voulez, j'ai pris un petit peu le parti pour ce livre, et en général d'ailleurs, de ne parler que des choses dont je suis sûr, enfin je suis sûr parce que je les ai vécues, j'en ai été témoin. Donc ça, je n'en sais absolument rien. En ce qui concerne... Pardon ? Ah, François Perrier, oui. François Perrier, acteur extraordinaire d'ailleurs. Là, il a un rôle qui n'est pas très important, mais dans le samouraï, il est merveilleux. Merveilleux acteur, homme charmant, d'une grande élégance, et Melville il respectait tous les comédiens, mais lui particulièrement. C'est un comédien extraordinaire. Et un peu oublié aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Bonsoir. Bonsoir. Alors une question. Il y a un plan avec Alain Delon qui fait deux coups excellents. On dit en français, est-ce qu'il n'a pas été doublé là, c'est ça? Si. C'est ça. Il a été doublé. Il a été doublé parce qu'à un moment donné. Et on ne voit pas le carambolage exceptionnel. J'ai eu l'impression que... Non, on avait un type qui était je cite son nom dans le livre, je l'ai oublié là, qui était un champion européen, qui était en particulier spécialiste des exhibitions. D'accord. C'était pas seulement un joueur, c'était quelqu'un qui était capable de faire des coups incroyables, qui s'était devenu un numéro, si vous voulez. Bon, en tout cas, il me semblait qu'on doit... Les deux ne sont pas liés. D'accord. Bon. Alors, Delon, il savait quand même... Il jouait un peu parce qu'il fait deux coups à la suite et j'ai l'impression qu'il n'y avait pas... Alors, il fait des coups simples parce que Delon était très, très doué pour beaucoup de choses. Et donc, les coups relativement simples, il les a fait, oui. Et quand il s'agissait de faire un coup exceptionnel, on a pris quelqu'un. D'accord. Est-ce que vous pourriez me décrire une scène coupée qui nous aurait échappé au montage? Ah, vous prenez deux coups, je ne sais pas. Je ne sais pas vous répondre. Oui, sans doute, il doit y avoir des scènes coupées, mais je ne pense pas que ce soit des scènes essentielles, en tout cas. Mais ça ne me vient pas à l'esprit tout de suite, monsieur. Excusez-moi. Ah, je peux y aller. Merci. Oui, ça fait longtemps que je n'avais pas vu le film et j'ai été assez fasciné par les silences. Pendant très très longtemps, pendant de très longs moments, il n'y a pas d'ambiance dans le film sonore. Et je me demandais comment il dirigeait finalement la mise en scène du son. Enfin, là, il y a des très longs moments où c'est totalement silencieux et c'est quand même assez fascinant. Hein. On est quand même pris par l'image et on n'a plus trop l'habitude de voir dans des films des moments aussi longs sans le moindre ambiance sonore. Et je me demandais s'il avait une conception sonore quand il tournait, enfin, par rapport à son ingé son, quoi. Il y a des sons qui sont très intéressants, mais il y a des moments où il n'y a rien du tout, quoi. Oui, mais ça ne provient pas du tournage, ça provient du montage. Au tournage, on a enregistré le son direct, comme on fait d'habitude, donc essentiellement les dialogues. Bon. Et puis Melville, déjà, il adorait le doublage. Donc il reconstruit, comme les Américains d'ailleurs, où le son étant presque toujours doublé complètement. Donc il travaillait au doublage, il refaisait des scènes entières au doublage pour obtenir des choses qu'il estimait ne pas avoir obtenues au tournage. Et puis au montage, il adorait le montage, il détestait le tournage de là son humeur de chien aussi. Hein. C'était une horreur pour lui. Il fallait se lever tôt. Il fallait se lever tôt, il appelait ça la fastidieuse formalité indispensable. C'est quand même curieux pour un médecin. Mais par contre, au montage, c'était le roi, donc il montait pendant très longtemps. Et le son, je suis très admiratif du travail sonore, donc il reconstituait les choses. Et le silence, en effet, le son, c'est beaucoup du silence. Oui, oui. C'est l'art du silence, monter du son aussi. L'art d'organiser les silences. Absolument. Merci. Bonsoir, merci pour cet échange.
Une question sur les véhicules. Vous avez parlé de Melville qui connaissait tous les trains, mais on a l'impression aussi que c'était sa collection personnelle de voitures qui était exposée et qui était distribuée durant tout le film, n'est-ce pas? Non, c'était pas forcément ses voitures, mais c'était la vie. Alors là, vous me prenez sur mon terrain faible, je connais rien aux voitures. Surtout à ce type de voiture. Oui, il était fasciné par les voitures américaines, par ces grands vaisseaux de tôle. Oui, il adorait ça. On dit qu'il n'y a pas de place pour les femmes dans ce film. Ah, vous avez remarqué. Hein. Mais quand même, on s'en sert pour la solitude du personnage de Corée, parce qu'il y a ce petit jeu avec les photos notamment. Avec celle qui l'a abandonnée, donc ça aussi c'est intéressant, Oui, ça vient renforcer. il avait un certain talent pour ménager des rôles de salope. C'est vrai. Bonsoir. Une question sur un détail. Il y a un monsieur là qui demande la parole aussi. Après. Oui, oui pardon. Oui, je suis ici. Il est là-bas. Voilà, excusez-moi. Ah, oui, j'avais une question à vous poser au début du film, sur un plan qui m'a un peu surpris. Lorsqu'on voit le train en hauteur, on a l'impression qu'il s'agit d'un train miniature, d'un jouet. Alors, est-ce que c'est la vérité, ou si c'est le cas, pour quelle raison est-ce que Melville a choisi cette option? Alors, fort heureusement, c'est pas un train miniature, ça c'est l'option qu'il a choisie dans un flic, et on peut être réservé sur cette option. Là, c'est un vrai train, filmé avec un vrai hélicoptère, comme on faisait à l'époque. Aujourd'hui, ce serait très facile à faire avec les drones, enfantin même, alors que là, bon, c'est un hélicoptère. Donc, le plan en question est tourné en deux parties. En réalité, on ne se rend pas compte. C'est là où il est très fort, très malin. Il y a deux plans. Il y a une coupure au milieu. Donc il y a un plan qui démarre avec un zoom. La caméra est un peu hauteur sur ce qu'on appelle un praticable. Et filme Bourville qui ouvre le store, ou qui le ferme, je ne me souviens plus, qui l'ouvre, je crois. Et il y a deux ou trois images de noir et on enchaîne sur le train avec l'hélicoptère qui s'éloigne. Donc c'était un simple système qu'on utilisait anti-vibratoire sur les hélicoptères. Voilà ce qui donne ce plan. Monsieur. Oui, deux points de détail peut-être anecdotiques, mais d'abord la scène où Delon va voir le premier receleur qui refuse l'affaire. J'ai la très forte impression que c'est la même rue en ruine où le samouraï allait chercher ses véhicules. C'est la même. Il me semblait pourtant que les studios avaient plus ou moins brûlé entre-temps. Est-ce que c'était ailleurs que là, ou est-ce que cette partie avait été sauvée? C'est ma première question. Et la deuxième question, pour avoir vu des photos de Melville avec ses chats, j'ai bien l'impression que les trois chats sont ses chats, et ils sont bien ventrus, et à tel point que Bourville a énormément de mal à les nourrir, ça les attire pas. Est-ce que vous confirmez qu'effectivement ils étaient tellement saturés de nourriture par Melville qu'il n'y avait pas moyen de les attirer vers la pâtée? Je crois qu'ils avaient été un peu affamés, mais enfin, ils étaient terrorisés, surtout les malheureux. Donc c'était quand même pas simple. En ce qui concerne la maison, elle existe toujours, vous pouvez aller la visiter, je donne l'adresse dans mon livre, elle est à Montreuil, et elle est dans un très joli quartier, vous ne perdrez pas votre temps, qui est le quartier où il y avait des murs, ce qu'on appelait des murs à pêche, c'est-à-dire au XVIIe siècle, XVIIIe siècle, les tables royales étaient fournies avec ces pêches qui mûrissaient avant les autres parce qu'elles étaient cultivées contre des murs. Bon, une très jolie propriété qui existe toujours, et vous pouvez aller la voir, et c'est là qu'a été tournée en effet une scène du samouraï, c'est le même endroit. Alors, une dernière question, allez-y. Oui, bonsoir, monsieur Storin, monsieur Bonneau, merci. C'est la première fois que je vois ce film sur grand écran depuis 50 ans. Merci. Bah, voyez. Oui. Je voulais vous demander, la citation au début de Ramakrishna, le Bouddha... C'est inventé. Voilà, c'est ça que je voulais savoir, parce que j'ai cherché partout. Ce sont les je ne voudrais pas demander de critiquer les historiens du cinéma ou les critiques du cinéma, mais enfin qui donnent à Melville une connaissance, il était un passionné de philosophie asiatique, il n'y connaissait absolument rien.
Et il s'en vantait. Il était fou de joie parce que justement, même au Japon, on avait trouvé très très bien cette citation. Et c'est un manipulateur, mais marrant. Hein. Moi, j'ai cherché partout, j'ai jamais trouvé. Ben, vous pouvez toujours chercher. Moi, je me suis jamais arrêté de chercher. Ah ben merci. Une deuxième chose, j'ai lu quelque part qu'un jour, Jeanne-Marie Volonté avait quitté le tournage, était partie à Orly pour prendre l'avion à Rome, et que Alain Delon l'avait rattrapé in extremis. Oui, c'est vrai. D'accord. Si vous voulez en savoir plus, je l'ai déjà. Je ne voudrais pas pousser à la vente. Je l'ai déjà, mais alors lisez-le lisez-le précisément, je raconte tout ça. Oui. Je vous remercie. Je vous en prie. Oui, bonsoir. Une question sur vous et pas sur Melville. Le tournage se fait en 69, le film sort en 70 et on est en 2025. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps, ou est-ce que vous aviez pensé à ce livre bien avant? Comment ça s'est passé? Bah, écoutez, j'avais pensé que éventuellement avec ce matériel il y avait quelque chose d'intéressant à faire, mais surtout c'est que la période d'assistant pour moi a duré une dizaine d'années et après ça on suivit 40 ans pendant ce qui était beaucoup plus important pour moi que d'écrire sur ce film. Et puis bon, la raison pour laquelle je l'ai écrit très spécialement, le déclencheur, c'est de me dire, j'en ai marre d'avoir ces choses sur mon étagère, il faut que je les donne à la Cinémathèque, comme j'ai donné beaucoup de choses avant. Mais je ne les donnais pas parce que je pensais m'en servir moi-même. Voilà, et donc, et en même temps, les données telles quelles, je me disais, mais les gens qui s'occupent de ça, quelle que soit leur culture ou leur bonne volonté, ils ne vont pas comprendre de quoi il s'agit, qu'est-ce que c'est qu'une feuille de service. Donc ils vont toucher un paquet de feuilles noirâtres, ça ne va rien leur dire du tout. Donc j'ai fait un petit peu le mode d'emploi. Au départ, c'était ça. Après, ça a évolué, après ça c'est devenu un projet littéraire, c'est devenu autre chose. Mais c'était un peu une idée utilitaire. Bonsoir, je voulais savoir, vous avez travaillé sur un flic? Non. Merci. Non, C'était vraiment important. j'ai pas travaillé sur. Bernard Sora va monter sur la mezzanine, vous dédicacer son livre, vous le signez. Juste une dernière question quand même, parce que c'est difficile de ne pas le voir. Tourner chez l'inventeur de la photographie à Chalon-sur-Saône, c'était important pour lui? Oui. oui, tout à fait. Il était très, très fier de ça. Il était très fier de son clin d'œil. Très fier de son clin d'œil. Il était très fier de beaucoup de choses. Merci. Merci infiniment. Xavier Delot.